Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. Et donc le nom de ce concept s'appelle un métier des livres. Donc pourquoi un métier des livres? Si du coup vous l'avez compris en regardant toutes mes autres vidéos, je suis éducatrice spécialisée et donc j'ai lu pas mal d'histoires qui sont liées à mon métier et qui sont liées vraiment aux thématiques que l'on retrouve dans le métier d'éducateur spécialisé. Et donc je me suis dit pourquoi pas présenter mon métier à travers des lectures du coup qui le représentent et qui m'ont fait grandir et évoluer aussi dans ma pratique professionnelle. Donc ici c'est la première vidéo, vous aurez d'autres vidéos sur d'autres métiers. Donc là ça va me demander un peu plus de temps parce que je vais devoir découvrir des lectures spécifiques par rapport à d'autres métiers, mais en tout cas ça m'avait donné l'idée de faire cette vidéo et j'étais super motivée de pouvoir vous présenter mon métier avec les lectures que j'ai faites tout au long de mes études et ici du coup de ma carrière parce que c'est un métier qui demande de continuer à s'informer tout le temps, de faire évoluer ses pratiques, etc. Et donc, je lis encore pas mal de livres par rapport à tous ces sujets qui sont abordés dans le métier d'éducateur spécialisé. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier qui est hyper large. On va dire que principalement, l'éducateur va être là pour accompagner des personnes en difficulté. Peu importe la difficulté, l'éducateur peut être présent pour l'accompagner. Je dis bien l'accompagner parce que ce mot est totalement différent du mot aider. Aider, ça veut dire qu'on va un peu faire à la place de l'autre, alors que accompagner, on va donner des clés, on va donner des pistes, des conseils, etc. pour amener les personnes à du coup évoluer et à avancer et à essayer de surmonter leurs difficultés. Donc c'est vraiment la grosse différence qu'il faut faire par rapport à ces deux mots-là. Et donc dans le métier d'éducateur, on parle principalement d'accompagnement de personnes en difficulté. Donc du coup au niveau des secteurs, on va retrouver le secteur du handicap, les enfants placés par le juge, les adolescents en difficulté ou les adolescents délinquants, donc qui seront plutôt placés dans une institution qu'on compare presque à une prison. D'ailleurs, on peut également travailler dans des prisons. On peut aussi travailler en maison de repos, en hôpital, qu'est-ce que j'ai pas dit? Avec les sans-abri, avec les sans-papiers aussi, donc par exemple à la Croix-Rouge. Donc comme je vous le dis, il y a vraiment une multitude de secteurs qui sont disponibles et c'est ce que j'apprécie le plus dans mon métier. C'est vraiment cette diversité et ce but qui est de vraiment accompagner les personnes en difficulté parce que Dieu sait qu'il y en a un nombre incalculable. Ici, c'est vraiment un gros résumé du métier parce qu'en fait, je trouve que le rôle de l'éducateur est un peu différent dans chaque secteur. Moi, je peux vous parler à la perfection du secteur des enfants placés par le juge parce que ça fait presque 3 ans que je travaille dans ce secteur-là. C'est vraiment le secteur qui me passionne le plus. Je sais pas comment expliquer déjà la relation que j'ai avec les enfants qui est juste incroyable, qui sont des enfants qui ont vécu des choses horribles. Limite, même quand ils sont dans le ventre de leur mère, ils commencent déjà à vivre des choses horribles. Et donc, du coup, ce sont des enfants qui apportent énormément de choses, que ce soit dans l'émotionnel, dans le relationnel, ou dans la remise en question, ou aussi dans notre ajustement au niveau des pratiques qu'on fait avec eux, parce qu'en fait, un enfant n'est pas l'autre, et donc, du coup, il faut tout le temps se réajuster à eux. Enfin, bref. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais du coup, comme je vous l'avais dit, je vais plutôt vous présenter mon métier à travers les lectures que j'ai faites tout au long de mon apprentissage et de ma carrière. Je pense que du coup, je vais vous classer mes livres en fonction des secteurs. En tout cas, je vais essayer. Parce que parfois, il y a un petit mélange de secteurs qui se fait. Je suis désolée, cette intro ressemble à rien, mais je suis tellement hypée par le fait de faire cette vidéo que ça part dans tous les sens. Mais bon, c'est comme ça quand on est passionné. On n'est pas toujours très rigide et je vous avoue vraiment que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, donc tout va se faire au feeling. Dans les lectures que j'ai, il y a principalement 3 thèmes. Il y a le thème du handicap qui est beaucoup revenu. Le thème de l'enfance et l'adolescence compliquée, donc ça englobe un peu les deux. Et alors, il va y avoir un livre aussi sur l'hôpital. Donc, je vais commencer par le secteur où il y a le moins de livres pour en arriver au secteur où il y a le plus de livres. Et comme ça, on va essayer d'enchaîner parce qu'il y a vraiment énormément de livres. J'ai essayé de compter, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
14. Donc j'ai 14 livres à vous présenter, donc va falloir être brève et va falloir être efficace. Et on commence tout de suite avec le premier livre qui est Oscar et la Dame Rose d'Eric Emmanuel Schmitz. Ça, je pense que c'est un classique, même si vous n'êtes pas éducateur. C'est un livre qu'on lit principalement à l'école et qu'on fait découvrir à beaucoup de jeunes. Donc je pense que vous le connaissez tous ou presque. C'est un livre qui représente bien le travail que l'on fait avec les enfants à l'hôpital. Moi, par exemple, j'ai fait un stage dans un hôpital pédiatrique, enfin en tout cas dans le service de la pédiatrie. Et donc, j'avais un peu de tout parce qu'il y a aussi différentes ailes dans le service pédiatrique. Et moi, j'étais dans l'aile où il y avait les enfants atteints d'un cancer, les enfants qui venaient pour une simple opération, donc par exemple se faire enlever les amygdales, donc il restait que 2 jours. Il y avait des adolescents atteints d'anorexie, de boulimie ou autre. Donc moi j'ai fait mon stage avec des enfants de 0 à 18. J'avais eu par exemple des jumeaux qui venaient d'être nés, donc ils avaient même pas 1 mois, et en fait dès qu'ils sont nés, ils ont été retirés de leurs parents pour aller par la suite en pouponnière, et donc l'hôpital s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'il y ait une place en pouponnière qui se libère. Et donc voilà, j'avais vraiment un petit peu de tout. Je pense que à part là où je travaille actuellement, c'est un des meilleurs stages que j'ai fait de toute ma vie, mais vraiment. Alors oui, c'est un stage compliqué parce que on a des enfants qui sont malades, on a des enfants qui sont en dépression. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose d'assez lourd. Mais bon voilà, le métier d'éducateur, c'est un peu le résumé qu'on peut en faire, c'est que en fait il faut avoir le cœur bien accroché parce que on vit des situations compliquées tout le temps. Donc du coup, si vous ne connaissez pas l'histoire, on suit Oscar qui a 10 ans et qui vit à l'hôpital. Personne ne veut lui dire, mais lui il sait très bien qu'il va mourir et qu'il n'en a plus pour très longtemps. Il le sent, il le sait, et c'est ce qu'on oublie aussi assez souvent, c'est qu'un enfant c'est tout. Je dis c'est tout, j'englobe un peu, mais en général, ce qu'on ne veut pas dire à l'enfant, il le sait très bien, ils sont pas bêtes. Et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que oui, c'est un enfant, que oui, il doit garder son innocence, mais quand on vit des situations compliquées, en fait, ils savent souvent plus de choses que ce que les adultes veulent bien leur dire. Et donc, du coup, ici, c'est un petit peu le résumé qu'on pourrait en faire de cette histoire, c'est que cet enfant est au courant qu'il va mourir, et il y a la Dame Rose qui va lui proposer d'écrire des lettres à Dieu pour qu'il se sente un petit peu moins seul. Et donc à partir de là, on va un petit peu suivre toutes les pensées de l'enfant, on va un petit peu suivre ses questions philosophiques par rapport à la mort, par rapport à la souffrance, par rapport à l'après, enfin bref, on suit vraiment le cheminement de toutes ces pensées. C'est un livre qui est hyper bouleversant, mais qui est important, je trouve, pour se rendre compte qu'en fait, les enfants savent plus de choses que ce qu'on pense. Ça peut donner des idées aussi de comment s'occuper d'un enfant qui est malade, comment s'occuper d'un enfant qui va mourir, comment lui dire les choses aussi, parce que voilà, c'est un enfant, donc on peut pas lui dire tu vas mourir, mais on peut lui dire un petit peu autrement, enfin voilà. Je ne vais pas m'épiloguer sur ce livre parce que je pense vraiment que c'est un classique de la littérature. Mais moi, j'ai pu vraiment faire un beau lien par rapport au stage que j'ai vécu, parce que oui, j'ai eu des enfants qui sont malades, à qui on a dû annoncer qu'ils sont malades, et d'abord, il faut l'annoncer aux parents, puis l'annoncer à l'enfant. Enfin bref, c'est tout un cheminement qui est très compliqué. Et donc, du coup, ça m'a pas mal servi aussi pour savoir comment parler à un enfant qui est malade et qu'est-ce qu'on peut faire avec lui exactement. Du coup, c'est tout pour cette catégorie. Je vous avais dit, je vais un petit peu crescendo. Donc du coup, on va passer au secteur du handicap. Je sais pas comment expliquer ma relation avec le secteur du handicap, parce que, de nouveau, c'est hyper aléatoire. Dans le secteur du handicap, on peut avoir plusieurs catégories, si je peux dire ça comme ça. Et personnellement, moi, je me sentais de nouveau plus à l'aise avec les enfants atteints de handicap qu'avec des adultes atteints de handicap. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est mon feeling personnel. Je pense qu'en fait, les lectures que j'ai à vous présenter, ce sont que des lectures avec des enfants atteints de handicap. Voilà. Je vais commencer par le plus ancien de ma bibliothèque. C'est un des tout premiers livres que j'ai lus sur le handicap avant même de penser à devenir éducatrice spécialisée. Et donc, il s'agit de Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Donc oui, c'est un titre particulier. Comme vous l'avez vu, il a un petit peu vécu ce livre, parce que comme je vous le disais, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, et je l'ai lu de nouveau pour l'école, il me semble. J'ai fait des bonnes découvertes grâce à l'école.
On va suivre l'histoire d'un enfant qui est atteint d'autisme. Et donc là, je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est assez parlant. Il représente pas mal tout ce qui est la sphère de l'autisme. Donc ici, le résumé, c'est: il a 15 ans et s'appelle Christopher Boone. Il est excellent en mathématiques et adore Sherlock Holmes. Il aime les diagrammes, les listes, la vérité. Il ne supporte pas qu'on le touche. Pour lui, 4 voitures rouges à la file sont synonymes de bonne journée. 3 voitures rouges d'une assez bonne journée. 5 voitures rouges d'une super bonne journée. Il est autiste et porte en lui une part de génie. Donc ça, en gros, c'est pour expliquer un petit peu les caractéristiques de Christopher. L'intrigue de roman, c'est qu'en fait, il va découvrir que le caniche de sa voisine a été assassiné. Et donc, à partir de là, il va mener l'enquête pour comprendre ce qui est arrivé à ce chien. Et donc, on va se rendre compte un petit peu que le cerveau d'une personne qui est atteinte d'autisme est assez particulier. Très souvent, ils sont très doués pour résoudre les énigmes et ils pensent d'une façon plus logique, je vais dire, que les personnes qui ne sont pas atteintes d'autisme. La particularité de l'autisme, c'est qu'en fait, au niveau des relations sociales, des interactions sociales, ils ont vraiment une très grande difficulté. Donc, ils supportent pas qu'on les touche. Parler avec une personne, souvent, c'est assez compliqué pour eux. En fait, ils sont très terre à terre. Et donc, par exemple, le second degré, ils vont pas forcément le comprendre. Ils vont dire un petit peu tout ce qu'ils pensent sans filtre. Enfin, comme je vous dis, tout ce qui est interaction sociale, c'est compliqué pour eux et ils vont pas savoir se mettre à la place d'une autre personne. Ils vont pas savoir se dire, en fait, si je dis ça, ça va blesser l'autre personne et donc il faut pas que je le dise, etc. Donc eux, par rapport à ça, c'est vraiment la particularité de ce handicap. Maintenant, comme je vous le dis, il y a vraiment différentes formes d'autisme qui existent. Donc ça, c'est la grosse généralité qui englobe un petit peu toutes les formes d'autisme. Du coup, cette histoire est vraiment bien faite. Je trouve qu'elle est hyper réaliste et se mettre à la place d'un enfant, c'est assez particulier, surtout d'un enfant atteint d'autisme. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus, le livre, il est imagé par plein de schémas. Je pense que c'est les schémas en fait que Christopher dessine pour essayer de résoudre les énigmes et tout. Et donc du coup, ça illustre encore mieux comment il en arrive à penser toutes ces choses. Et je trouvais que c'était une belle façon de faire comprendre à quoi ressemble l'autisme et de se mettre aussi à la place de ces personnes-là, parce que parfois on ne les comprend pas, c'est normal, on ne vit pas la même chose qu'eux, et donc on a du mal à les comprendre. Et donc ici, je trouvais que c'était une belle façon, en tout cas, de nous amener à en apprendre plus sur cette dimension-là, et une belle façon d'essayer de créer du lien, en fait, avec des personnes atteintes d'autisme, parce que oui, c'est possible, c'est compliqué, mais c'est possible. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, ça se lit assez vite, et je pense que c'est un jeunesse, oui, pocket jeunesse, donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, mais en tout cas, je trouvais que c'était une belle lecture. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a vraiment longtemps, mais en tout cas, ça m'avait énormément plu. Je trouve qu'on rigole aussi pas mal, parce que il se rend pas compte en fait de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, et il y a certaines choses qui sont assez comiques. Donc voilà. En tout cas, c'était une très bonne lecture, et donc je vous le conseille amplement, comme pour tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le deuxième livre du coup que je vais vous présenter par rapport au handicap, c'est Le voleur de brosse à dents de Églantine Émeillé. Et ce livre, mais une pépite. Je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. En tout cas, en ce qui concerne mon métier, c'est une des meilleures lectures que j'ai pu faire. Et de nouveau, je l'ai découvert grâce à l'école. Donc, encore une fois, merci à l'école. Ici, on suit Samy qui a 11 ans, qui a été victime d'un AVC quand il était bébé. Et suite à ça, il est atteint d'autisme, d'épilepsie et il est polyhandicapé. Donc voilà, il a vraiment la dose. Et en fait, on va principalement suivre le parcours de la maman, son combat, tout ce qu'elle a pu faire pour aider son fils. Et clairement, c'est un combat parce que quand on lit ce livre, moi, 1000 fois, j'ai levé les yeux au ciel en me disant, mais enfin, comment c'est possible que la société puisse être aussi fermée par rapport à ce genre de problématiques. Maintenant, ici, c'est vrai que ce livre date quand même, je sais pas, j'essaie de voir quand il a été écrit, plus ou moins. Ça fait déjà un moment 2015. Donc, ça fait plus ou moins 10 ans qu'il est sorti. Donc, oui, il y a eu des évolutions. Je sais aussi que la Belgique et la France ont énormément de différences, que ce soit au niveau des institutions pour les enfants, au niveau des institutions pour le handicap, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de différences.
Mais clairement, cette lecture, elle m'a choquée sur plusieurs points. Maintenant, je vais pas tout vous dire non plus si ça vous donne envie un petit peu de le lire. En fait, c'est ce qui m'a fait me rendre compte que notre société est malheureusement trop fermée pour beaucoup de choses et que c'est pour ça que cette maman a galéré dans la vie et que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu toujours aider son fils comme il se doit. Et ça commence dès le début, je trouve, parce qu'en fait, au tout début du livre, donc voilà, elle accouche, son enfant est victime de AVC, etc. Puis il grandit. Enfin, il grandit, on va dire que il approche des 1 an. Et la maman, elle se rend compte qu'en fait, il se développe pas comme tous les bébés. Et donc, à partir de là, elle va voir plusieurs médecins, plusieurs spécialistes. Et là, elle se retrouve bloquée parce qu'en fait, les spécialistes, ils l'aident pas. Ils disent que qu'il est normal, enfin qu'il y en a qui ont des retards, donc qu'il va grandir, etc. Et donc, elle se retrouve un peu seule, là, avec toutes ces questions. Elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son enfant, mais personne l'écoute. Déjà, ça, c'est un gros problème, c'est que dans la société, si on n'écoute pas, comment tu veux avancer? Si tu fermes tes oreilles et que tu n'écoutes pas ce que la personne qui est en face de toi a à dire, en fait, au final, t'es bloqué. Et ici, c'est ce qui se passe, et je trouve que c'est ce qui se passe beaucoup, surtout dans le milieu médical, c'est moi je sais, moi j'ai raison, et toi t'as tort. Alors qu'au final, la maman, elle avait raison, parce que regardez, son gosse, il est autiste, il est épileptique et il est polyhandicapé. Enfin, je sais pas, à un moment donné, qui peut se rendre compte de ce qui se passe. Donc, à partir du diagnostic, forcément, elle s'effondre, elle se dit, mais comment je vais faire? Parce que, sincèrement, avoir un enfant avec tous ces handicaps, c'est compliqué. La société n'est pas adaptée pour des personnes atteintes de handicap. En tout cas, il y a 10 ans, je parle de ça. C'est tout bête, mais par exemple, pour les trains, les anciennes gares, vous voyez clairement qu'il y a que des escaliers. Il n'y a pas les rampes pour les personnes handicapées ou il n'y a pas les ascenseurs. C'est des bêtes détails, mais la société n'est pas encore assez développée pour ces personnes-là, même si, je le répète, il y a des efforts qui sont faits grâce à ce genre de livre, justement. Et donc, du coup, on va vraiment suivre son combat, on va suivre son évolution, on va suivre tout ce qu'elle va mettre en place pour son enfant. Et Dieu sait qu'elle en a fait pour son enfant. Elle s'est battue et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Elle a fait plein de documentaires par rapport à son histoire, par rapport à son combat, à son vécu. C'est d'autant plus touchant que c'est une histoire vraie. Et qu'à la fin, c'est hyper bouleversant. Et même le dernier chapitre, moi, j'ai refermé le livre et je me suis dit, bon Dieu, elle doit en arriver à là pour pouvoir sauver son fils. En tout cas, pour pouvoir lui donner l'aide dont il a besoin. Et c'est triste. Franchement, c'est triste d'en arriver à ce genre de situation. Mais moi, j'ai trouvé ce livre hyper touchant parce qu'on a cette relation entre la maman et Samy qui est magnifique. On a cette relation où cette mère adore son enfant, mais aussi parfois elle a envie de le jeter contre le mur parce que elle lui fait péter un plomb, elle sait plus quoi faire, elle est perdue, elle est démunie. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle était mariée et qu'en fait, une fois qu'elle a accouché de son enfant, qu'ils ont appris le diagnostic, le père, il est parti, on l'a plus jamais vu, donc elle s'est retrouvée toute seule pour gérer un petit peu toutes les difficultés de son enfant. Et donc, voilà, c'est qu'à un moment donné, je pense que tu pètes un plomb et que c'est normal d'en avoir marre et que c'est normal d'être énervé sur ton enfant, alors que oui, c'est pas sa faute. Mais voilà, on suit un petit peu toutes les émotions brutes de la maman parce que je pense qu'elle n'a pas lissé ce qu'elle ressentait et c'est ça aussi qui est important. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et ça, c'est ce que je ressens aussi moi en tant qu'éducatrice. J'adore les enfants avec qui je travaille. Je le fais par passion, je le fais parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement, ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour eux, parce qu'en fait, c'est des enfants qui n'ont presque rien. Et donc, tu le fais avec plaisir, mais en fait, il y a des jours où juste, t'en as marre, quoi. Tu peux plus te les voir parce qu'ils ont tellement de difficultés et tellement de rage en eux que parfois, c'est hyper compliqué à gérer. Et donc, en fait, je me suis mise à sa place et je me suis dit, mais oui, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent et il faut pas le cacher. Il faut pas le cacher parce qu'en fait, c'est ce qui fait aussi notre force, c'est de reconnaître que oui, il y a des moments où on n'en peut plus, oui, il y a des moments où on peut plus voir les enfants, mais qu'on est toujours là, malgré tout, et qu'on est toujours là à se battre et qu'on n'abandonne pas, et donc voilà. Et sincèrement, si ça vous intéresse, si le livre vous plaît, elle a fait plein de documentaires, plein de plateaux télé, un petit peu pour raconter son histoire, et c'est d'autant plus immersif, du coup, que son livre.
Donc voilà. En tout cas, moi j'avais adoré et je trouve que de nouveau, ici on a plus le point de vue de la maman du coup que de l'enfant. Et donc ça nous permet aussi de se mettre à la place de toutes ces personnes qui sont en difficulté. Et parfois, ce n'est pas que l'enfant qui a besoin d'aide, ce n'est pas que l'enfant qui a besoin d'accompagnement, c'est aussi le parent. Et donc, c'est important de ne pas les oublier et c'est important de les inclure dans notre accompagnement. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Où on va papa de Jean-Louis Fournier. Donc ici, c'est de nouveau une histoire avec 2 enfants qui sont atteints d'un handicap. Je pense pas que le papa dit clairement quel handicap ils ont. Et la particularité de ce livre, en fait, c'est que le père a voulu leur écrire une lettre, donc un livre, pour qu'on se souvienne d'eux autrement que d'une photo sur une carte d'invalidité. Donc il va parler principalement du côté positif des joies qu'il a pu avoir avec ses enfants. Et en fait, il va prendre un petit peu le côté du handicap d'une manière positive plutôt que négative. Je trouvais ça super chouette parce que par exemple, dès le résumé, il dit grâce à eux, j'ai eu des avantages sur les parents d'enfants normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec leur étude. Il dit aussi que grâce à eux, il a eu une carte parking toute sa vie gratuite. Donc du coup, il prend vraiment ce sujet-là à la légère, avec humour et avec bienveillance. Et on peut se dire que aller alléger à ce point ce sujet, ça peut être un petit peu bizarre, mais finalement, je trouve que c'est prendre d'une autre façon les nouvelles, de prendre d'une autre façon les difficultés de la vie. Et comme il dit, oui, c'est compliqué, mais en fait, il y a plein de choses positives à retirer. Et donc, il est tout petit, il fait pas beaucoup de pages, il fait quoi 130 pages, donc du coup, il est vraiment tout petit, mais il relate un peu tout ce qu'il a vécu de bien avec ses enfants. Et comme il le dit, il avait envie de leur laisser une trace pour quand lui, il allait mourir. Il avait envie de laisser une trace à ses enfants et que cette trace, elle soit positive et que, ils ne lisent pas que des choses négatives sur eux. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'était vraiment une super chouette lecture. On apprend un peu à prendre la vie d'un autre côté plutôt que toujours s'apitoyer sur son sort et de se plaindre. Et ici, ce papa a décidé de prendre la chose d'un autre côté et j'ai trouvé ça super chouette. C'est court, c'est rapide, c'est beau, c'est magnifique. Bref, lisez-le. L'avant-dernier roman que je vais vous présenter s'intitule Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne Dauphine. Donc ici, on est avec une petite fille qui a 2 ans et qui est atteinte d'une maladie génétique orpheline. La maman le découvre bêtement sur la plage quand elle marche, donc d'où l'illustration que vous pouvez voir ici. Et là, elle se rend compte qu'il y a un problème avec la façon dont elle marche. Donc après avoir fait plusieurs visites chez le médecin, elle découvre tout simplement que sa fille est malade et qu'elle va bientôt mourir. Donc ici, contrairement aux 2 autres livres, on est du coup plus sur une maladie que sur un handicap. Maintenant, cette maladie engendre des handicaps, donc c'est pour ça que je le mets dans cette partie ici. Et alors la maman fait un peu une promesse à son enfant en disant en fait tu vas avoir la meilleure vie de ta vie, même si t'as plus que quelques mois à vivre, on va t'offrir tout ce qu'on peut t'offrir, on va te faire vivre tout ce que tu peux vivre de meilleur avant du coup de partir malheureusement. Et donc de nouveau c'est un roman hyper bouleversant. Ici on a une famille qui est très soudée parce que les 2 parents sont toujours ensemble et je pense même qu'il y a un frère ou une sœur dans mon souvenir. Tout ça ce sont des livres que j'ai lus il y a longtemps donc je me souviens pas exactement de tout, mais du coup, on est principalement sur des moments un peu en famille qui profitent, qui font vivre de belles choses à leurs filles. On a aussi les états d'âme un petit peu des parents, les hauts et les bas, parce qu'il y en a et il y en aura toujours. Et donc, de nouveau, j'ai pas grand chose à vous dire dessus de plus, si ce n'est que c'était une belle lecture et que ça nous fait de nouveau prendre conscience de certaines situations. Et là, je trouve que les parents ont bien réagi de nouveau, plutôt que de s'apitoyer sur leur sort. Ils se sont dit, on va faire vivre les plus belles choses à notre fille pour qu'elle profite et qu'elle puisse partir en paix, en fait. Et finalement, c'est ce qui arrive parce que, vous vous en doutez bien, à la fin du livre, c'est la petite qui décède. Ce sont tous des livres qui m'ont servi pour mon métier parce que c'est à chaque fois, même si c'est le sujet du handicap, ce sont quand même des sujets qui sont différents. Ça a été que des lectures un petit peu nuancées comme ça. Donc le premier, c'est l'enfant qui raconte l'histoire. Donc on a vraiment son point de vue. Le deuxième, c'est la maman qui raconte l'histoire de son enfant, son combat et ses états d'âme. Le troisième, c'est plutôt prendre
le côté positif du handicap. Et ici, bah, c'est faire vivre les plus belles choses de sa vie à leur fille avant qu'elle décède. Et donc, on a évidemment aussi la notion de la mort qui est abordée, qui est aussi abordée avec la petite fille. Il y a toute cette notion qui est rajoutée et qui n'était pas là dans les autres livres. Donc à chaque fois, voilà, c'est des petites touches un petit peu différentes par rapport au handicap et qui sont toutes très intéressantes les unes que les autres parce que voilà, on a différents points de vue, on a différentes situations au niveau des parents, au niveau des enfants. Donc c'est toujours chouette à prendre. Et pour l'expérience, bah, on ne demande pas mieux, hein, c'est d'avoir plein de situations différentes qui puissent nous faire réaliser en fait ce que vivent les parents et ce que vivent les enfants. Alors le tout dernier livre par rapport à la catégorie du handicap, c'est Helen Keller, donc sourde, muette et aveugle. Du coup c'est quand même une femme qui est assez connue parce que cette histoire a été racontée dans les années 1900. Du coup à l'époque c'était quand même quelque chose qui n'était pas encore très connu et en tout cas on n'en parlait pas beaucoup. Et ici, en fait, on va un peu suivre toute son épopée. On va découvrir que même si elle est sourde, muette et aveugle, donc vous imaginez ne pas voir, ne pas parler et ne pas entendre, enfin, c'est quand même 300 sur 5 qui sont à zéro, quoi. Et donc, du coup, bah là, ils disent qu'à force de volonté et de détermination, et surtout grâce à ce que son éducatrice lui a apporté, bah, elle a pu clairement avancer dans la vie. Et ici, du coup, elle est diplômée à l'université. Enfin, on se rend compte que même avec des handicaps aussi lourds que le sien, bah, on peut avancer dans la vie et on peut arriver à faire de grandes choses. Et ici, bah, on a aussi tout le point de vue du coup de son éducatrice qui est très intéressant. Là, ça me concerne vraiment, mais à 100%. Le livre, je l'ai trouvé un peu long. Franchement, il faut du temps pour le lire. En plus, c'est écrit minuscule, regardez ça. Franchement, plus petit que ça, on meurt, quoi. Donc du coup, oui, c'était quand même assez long à lire, mais c'était super intéressant de découvrir en fait comment on peut survivre. C'est clairement ça, comment on peut vivre et survivre, même avec 300 sans moins. Il y a des personnes qui sont atteintes de handicap, qui ont des diplômes universitaires, chers amis, donc voilà. En tout cas, c'est un livre rempli d'espoir, je trouve. Et ça peut donner la force à certaines personnes de continuer à se battre, même si on a des difficultés qui sont vraiment énormes. Donc voilà, moi je peux que vous le conseiller. Je pense qu'il y a d'autres éditions qui sont faites par rapport à l'histoire d'Helen Keller. Donc peut-être que si vous cherchez, il y aura des livres qui sont un petit peu plus faciles à lire sur son histoire. Mais moi j'avais bien apprécié celui-ci et en tout cas ça m'avait bien servi aussi. Du coup j'en ai fini avec la catégorie du handicap et on passe à celle qui me passionne le plus, c'est du coup les enfants et les adolescents en difficulté. Donc là je vais essayer vraiment de la faire courte, mais comme je vous dis je pourrais épiloguer pendant 3 heures sur ce sujet, donc on va essayer de faire un petit peu en mode rapidos. Je vais vous présenter un des premiers livres que j'ai lu en rapport avec ces sujets et étonnamment c'est... Oui, je vais y arriver. L'herbe bleue. Et c'est anonyme en plus parce que c'est un vrai journal intime d'une jeune fille de 15 ans qui raconte comment elle est tombée dans le cercle de la drogue. Et donc, on a vraiment tout son journal intime. Donc ici, c'est... je vais vous montrer un petit peu, mais c'est écrit comme un journal intime, quoi. Vous avez les dates à chaque fois. 6 janvier soir, 8 février, 22 mai. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un journal intime. Donc c'est pour ça qu'il est anonyme aussi, parce que la fille avait pas envie de donner son nom, ce que je peux comprendre quand on lit un petit peu son histoire. Donc l'herbe bleue, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup c'est une adolescente qui est addicte au cannabis. C'est un peu redondant comme histoire, parce que au final c'est je me drogue, j'ai envie de sortir de la drogue, mais je me redrogue et j'y ressors et je re-rentre, et donc c'est un cercle vicieux. Donc l'histoire, on a vraiment l'impression que c'est que ça. C'est je me drogue, puis je me drogue plus, puis je me drogue et je me drogue plus. Mais au final, c'est ce que vivent réellement les personnes qui sont addictes aux drogues. Et ça, j'avoue que quand j'étais jeune, quand je l'ai lu, je le comprenais pas encore vraiment. Moi, je me suis dit, mais en fait, ça me saoule, quoi. T'as envie de te sortir de ta drogue, sors de ta drogue. Enfin, c'était un petit peu mon esprit très innocent de l'époque. Et ici, grâce à d'autres lectures, aux cours que j'ai eu à l'école, j'ai également été dans des centres où il y a des personnes qui justement qui sont addictes à la drogue et qui essayent d'en sortir, etc. Donc ça m'a un petit peu plus ouvert les yeux par rapport à ce monde-là. Moi, je vous avoue, je suis hyper innocente. Enfin, à l'époque, avant de faire tout mon métier, etc., j'étais très innocente sur la vie. Et pour moi, tout est beau, tout est rose. Et le monde, c'est le monde des bisounours. Enfin, et encore maintenant, j'aime bien un petit peu avoir cette vision du monde bisounours parce que je trouve que
notre monde est un petit peu trop rempli de choses pas très belles. Donc, j'aime bien un peu garder cet esprit de la vie en rose, comme on peut dire. Ce livre, ça a été un des premiers déclics par rapport au fait que je voulais faire éducatrice spécialisée. Comme c'est un journal intime, on suit réellement les pensées de l'adolescente, on suit un petit peu tout le cheminement qui se fait dans sa tête et même si tu as la volonté de vouloir t'en sortir, il se peut qu'il y ait un événement dans ta vie qui te mette plus bas que terre pour que ce soit reparti et que la machine soit relancée et que finalement, même si tu voulais t'en sortir, tu t'en sors pas. Donc c'est un livre qui est quand même assez compliqué à lire parce que c'est un sujet qui est très compliqué, mais ça vaut la peine d'être découvert, je trouve. En plus, c'est un tout petit livre, donc ça se lit hyper vite. Et je trouve que, comme je vous l'ai dit, moi j'étais totalement innocente par rapport à tout ça, donc je trouve que ça enlève un petit peu ce côté innocent et toutes les questions qu'on peut avoir par rapport du coup au sujet des drogues. Comment est-ce qu'on peut accompagner des personnes dans ce genre de situation si moi-même je n'y connais rien. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Et donc, c'est pour ça que ce genre de livre, c'est hyper intéressant. Parce que moi, ça m'a permis de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des personnes qui sont atteintes de drogue ou autre. Hein. Ça peut être drogue, médicaments, enfin voilà, vous avez compris. Donc, du coup, j'ai trouvé que ça m'avait bien aidé, en tout cas par rapport à ça. Et moi, je vous le conseille parce que c'est assez facile à lire, vu que c'est un journal intime, ça se lit hyper vite. Donc voilà. Du coup, pour continuer un petit peu sur le sujet des drogues, je vais vous présenter un coup de cœur intergalactique. Je vous jure que si vous ne lisez pas ce livre après cette vidéo, je comprends pas. Alors warning, vraiment warning, lisez ce livre. S'il vous plaît, lisez ce livre. Il est juste incroyable. Et il s'agit de Drugs. Vous voyez, je l'ai bladé à noter parce que j'avais surkiffé. Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, on suit Isaac qui a eu une blessure qui va compromettre l'intégration du cursus scolaire auquel il aimerait participer plus tard. Et donc, pour pouvoir avoir sa bourse, il va prendre des antidouleurs pour guérir plus vite, pour continuer à faire ses matchs et pour du coup avoir une chance de remporter cette bourse. On sait qu'aux États-Unis, les bourses sont hyper importantes. Et donc, du coup, voilà, on suit un petit peu l'histoire d'Isaac et de sa relation avec les antidouleurs, si je puis dire. On suit aussi sa sœur Ivy qui, elle, est atteinte du trouble de l'attention. Et donc, normalement, pour réguler ce trouble, il y a un certain type de médicament à prendre. Et du coup, on va également suivre la relation qu'elle va avoir avec ce médicament. Ce qui est très particulier dans ce livre, c'est qu'en fait, les drogues sont personnifiées. Les drogues sont des personnages dans l'histoire. Donc ici, par exemple, Roxy qui est l'oxydone et Addison qui est l'adéra sont personnifiés. Donc comme je vous l'ai dit, Roxy et Addison, ce sont des vrais personnages dans la tête de Ivy et Isaac. Hein, ils n'existent pas là ici en taille réelle, mais ils sont réellement là dans la tête des personnages. Et on a des chapitres qui sont du point de vue des drogues. Roxy, donc ici, c'est du coup l'oxydone et donc on a vraiment son point de vue. Et ici, ce qui est très particulier, c'est que les drogues, ils ont un club, si je puis dire, et le but, c'est qui fera tomber en premier celui qui est addict. Et donc ici, le but de Roxy et d'Addison, c'est de faire tomber en premier soit Isaac, soit Ivy, et donc par tomber, je veux dire faire une overdose. C'est assez sombre comme sujet, mais c'est la réalité. On suit les pensées de Ivy et Isaac, donc comment ils en sont arrivés à devenir accros à leurs médicaments, mais on suit également tout le côté un petit peu plus médicamenteux, clairement, mais pas scientifique. Enfin si, on apprend quand même pas mal de choses au niveau scientifique, mais c'est expliqué assez simplement, justement pour ne pas que ce soit trop ennuyeux, etc. Et moi, j'ai été scotchée. Franchement, j'ai lu ce livre, j'étais bouche bée. En plus de comprendre ce que les gens ont dans la tête, on comprend l'impact que les drogues ont sur les gens. C'est hyper particulier de dire ça parce que quand tu prends un médicament, tu prends le médicament et il est pas personnifié. Enfin, t'as pas une voix qui te parle et qui te dit allez, prends-moi. Quoique si, justement, les personnes qui sont addictes ont cette petite voix dans leur tête. Et donc, cette petite voix, elle prend vie et ça permet réellement de se mettre à la place de ces gens. Et en fait, je me suis dit, je les comprends.
Je les comprends. Si t'as un médicament là qui est devant toi et qui te parle et qui te dit allez prends-moi, tu seras mieux, t'arriveras à réussir à l'école, t'arriveras à te concentrer, t'auras de meilleures notes. Enfin, imaginons, hein. Si le médicament il te dit ça, forcément que tu vas le prendre. Tu te rends pas compte en fait dans quel cercle tu te mets une fois que tu commences à prendre ces médicaments-là. Et ce sont des médicaments qui sont prédisposés à l'addiction à la base. C'est pas comme si on prenait des médicaments à base de plantes. Ici, ce sont des médicaments qui sont à la base sujets à des addictions. Et ce qui est bien fait aussi, c'est que à la fin du à la fin ou au début? Ah oui, à la fin du livre, en fait, on a un lexique. Donc, on a le nom de la drogue et on a le prénom qu'il y a dans le livre. Donc, Roxy, oxydone, alcool, Addison, adéral. Il y a même le cannabis qui part. Marie-Jeanne, voilà, c'est la marijuana. Enfin, donc du coup, ça, c'était super chouette d'avoir un petit peu le lexique. Il y a des drogues, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas à quoi ça servait, sincèrement. Mais ce livre vous l'apprend et de nouveau, ça enlève un petit peu ce côté innocent que j'ai sur ce sujet. Et alors, il est expliqué d'une manière très simple, justement pour atteindre les jeunes. Moi, je pense que c'est un livre qu'on pourrait proposer à l'école, sincèrement, parce que il est hyper bien fait. Il est hyper bien fait et comme vous le voyez, j'ai annoté plein de passages parce qu'en fait, principalement, ce sont les passages des drogues parce que ça m'intéressait blindé ce qu'il disait. Je vais même vous lire je crois, la première page pour vous faire vous rendre compte, en fait, de comment les drogues sont personnifiées parce que le premier chapitre, c'est du point de vue de la drogue. Du coup, ici, on suit la naloxone. Donc, en fait, c'est ce qui permet de relancer le cœur quand on a un arrêt cardiaque. Et donc, je vais vous lire la première page pour que vous voyez un petit peu comment les drogues parlent et comment on peut un peu plus se mettre, du coup, à la place de la drogue. Je ne suis pas un super-héros, mais je peux te préserver des menteurs qui se feront passer pour tels. Je ne suis pas un sorcier, mais je possède un pouvoir qui peut ramener les morts à la vie. Enfin presque, parfois, pas assez souvent. Je suis l'ultime barrière, ton dernier espoir quand l'espoir lui-même a commencé à vous ravager de l'intérieur, toi et tous ceux qui t'entourent. Nous voilà donc face à face, le décor est planté, jamais identique et pourtant toujours semblable. Aujourd'hui, c'est une pièce au fond d'une maison, dans une rue condamnée. Cette dernière fait partie d'un lotissement qui date du règne de l'électroménager rutilant, d'une époque où les voitures avaient l'allure de paquebots sortis des eaux, trop arrogants pour accepter d'être pourvus de ceintures de sécurité. Donc ici, c'est vraiment la première page et je vais vous lire juste un tout petit paragraphe qui est juste après qu'on ait injecté du coup la naloxone. Et donc, la drogue parle par rapport au fait qu'on l'a injecté dans le corps de la personne. Donc ici, elle dit « L'aiguille plonge profondément dans ta cuisse gauche et je suis projetée dans le tissu musculaire en quête de capillaires qui me mèneront à des vaisseaux sanguins toujours plus importants. Et oui, tu es encore en vie. J'entends ton cœur. Il bat, lentement, faiblement, mais il bat. Je me laisse emporter le long de ces pulsations alanguies. Je m'engouffre dans ces cavités pour en ressortir aussitôt et me diriger vers ton cerveau. Ce n'est qu'une fois là-haut que je pourrai te sauver, t'arracher à leurs griffes, celles des autres. Les autres substances qui prennent soin de toi tant qu'elles peuvent t'emprisonner entre leurs bras, comme un enfant malmène un doudou élimé. Elles ne savent rien de l'amour, elles ne connaissent que la possession. Elles te promettent la délivrance. En réalité, voilà ce qu'elles ont à offrir. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Et moi. Donc voilà, ici, c'est vraiment le point de vue de la première drogue qu'on découvre dans le livre. Et du coup, vous avez compris, il y a un petit peu des rivalités qui se font entre les drogues. Par exemple, il y a... il y a Addison ou Roxy, je sais plus lequel des deux, mais qui dénigre un petit peu l'alcool parce que l'alcool c'est bateau, l'alcool ça ne fait pas vivre de grandes sensations, alors que moi je fais rêver les gens, je les amène dans un autre monde, blablabla. Donc il y a vraiment une rivalité entre les drogues et chaque année il y a un événement particulier où ils doivent se retrouver et là ils font un peu les comptes de qui a réussi à faire une overdose à leur victime. C'est un livre vraiment particulier, mais moi je l'avais surkiffé et sincèrement, j'ai le relire. Et juste là, le fait d'avoir lu la première page, ça m'a trop donné envie de le relire, mais bon, j'ai d'autres lectures qui sont en priorité avant de relire ce livre. Mais voilà. Du coup, de nouveau, si vous voulez un petit peu en apprendre plus
sur ce sujet. Si vous avez des personnes de votre entourage qui sont malheureusement addicts, etc., vous pourrez peut-être mieux les comprendre et mieux les accompagner grâce à ce genre de lecture. Donc moi, je vous le conseille amplement. Et comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur, donc je ne peux que vous le conseiller. Et s'il vous plaît, lisez-le. J'espère que vous allez m'écouter parce que je vous jure que c'est une pépite. Et donc on va passer à un sujet qui est en fait encore plus triste, je vais dire, que les drogues, et ce sont les enfants. J'ai des livres qui touchent vraiment le jeune enfant et puis des livres qui touchent plus les adolescents. Du coup, je vais d'abord vous présenter les livres qui sont en rapport avec les enfants et puis les livres qui sont en rapport avec les adolescents. Donc le premier livre que je vais vous présenter, il est vraiment très hard. Sincèrement, je le conseille pas à tout le monde. J'ai lu ce livre avec les yeux bien ouverts, je dois dire, parce que c'est quand même assez trash. Et du coup, maintenant, j'ai l'habitude un petit peu, malheureusement, de ce genre de situation. Mais pour les personnes qui sont sensibles, en vrai, passez votre chemin parce que ce livre, il est très détaillé. Et surtout détaillé au niveau du côté trash et de ce que l'enfant subit. Donc, faites attention à vous. Et si vous êtes sensible, ne lisez pas ce livre. Et donc, il s'agit de L'enfant qui ne parlait pas, de Torrey Hayden. Donc, de nouveau, c'est une histoire vraie. Torrey est une psychologue. Et en fait, elle va aller donner des cours dans une classe où les enfants sont atteints de troubles du comportement. Il faut vraiment prendre l'enfant comme il est, aussi du coup s'ajuster par rapport à chaque enfant, donc c'est hyper compliqué. Et en fait, cette psychologue, elle va créer un lien très particulier avec une petite fille qui s'appelle Jade. Cette petite fille, elle ne parle pas. Elle a le dos hyper courbé, mais genre comme Quasimodo, vous voyez. Et c'est même pas qu'elle a une maladie, c'est qu'en fait, elle vit tellement de choses traumatisantes chez elle que ça se marque sur son physique. C'est vraiment très imagé, mais elle se renferme clairement sur elle-même. Et souvent, les enfants, quand ils vivent des choses traumatisantes comme ça, on peut très facilement le voir. Ça se voit sur leur physique, ça se voit dans leur manière de se comporter et tout. Et donc ici, comme je vous dis, elle est courbée parce qu'en fait, tout ce qu'elle vit, elle ne le dit pas. Elle sait parler, mais elle ne parle pas. Parce que tout simplement, tout ce qu'elle vit, je pense que ça dépasse l'entendement. Et donc du coup, il y a le soleil là qui fait une luminosité chelou. Trop bizarre, enfin bref. Du coup, c'est hyper imagé, mais au final, c'est clairement ce qu'elle ressent au fond d'elle. Donc cette petite fille, elle a 8 ans et elle ne parle pas, sauf le soir quand elle rejoint la psychologue. Et comme elles ont créé en fait un lien particulier, elle arrive à se confier en fait à cette psychologue. Et moi, ça m'est arrivé avec un enfant, c'est encore le cas actuellement parce que cet enfant est toujours dans l'institution où je travaille. Mais en fait, je me suis liée vraiment, j'ai eu une relation très privilégiée avec un enfant. Et du coup, cet enfant, il me transmettait, lui, il savait pas mettre des mots sur ce qu'il vivait, mais il me transmettait toute sa colère et toutes ses émotions à moi. Donc, il se comportait d'une manière hyper particulière avec moi et il le faisait pas avec mes collègues. Et donc, du coup, quand tu crées ce lien avec un enfant, un lien privilégié, et c'est surtout un lien de sécurité, parce que les enfants qui vivent des traumatismes, ce qu'ils recherchent et ce dont ils ont besoin, c'est surtout de la sécurité. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé cette sécurité dans la relation avec une personne, ils vont pouvoir se permettre de s'exprimer. Et même si, par exemple, l'enfant dont je m'occupais ne me disait pas mot pour mot ce qu'il ressentait, en fait, par des actes, il me le montrait et il arrivait clairement à me transmettre toute la colère qu'il avait en lui. Et donc, par rapport à ça, du coup, j'ai pu l'accompagner parce que le lien que j'ai créé avec lui m'a permis d'apprendre à le connaître et d'apprendre à travailler sur cette souffrance qu'il a au fond de lui. Donc là, c'est clairement ce qui se passe avec la psychologue et la petite fille. Et à l'époque, c'est marrant parce que je m'étais pas rendu compte de l'importance de ce lien et de l'importance de la sécurité qu'a créé ce lien pour l'enfant. Je suis vraiment désolée, le soleil là, il déconne, je sais pas ce qu'il fout. Bref, du coup, désolée pour la qualité de l'image. Ici, elle va un petit peu raconter tout ce qu'elle vit dans sa famille à la psychologue. La psy, elle va découvrir que c'est des trucs, mais de dingue, et elle se demande si c'est la réalité ou si c'est des mensonges. Maintenant, je pense que quand des enfants vous racontent des trucs trash et des trucs, mais qui sortent, tu te dis, mais comment ça peut sortir de la bouche d'un enfant ? Il faut se dire que les 3/4 du temps, c'est la vérité et c'est pas des mensonges. Au final, elle va se rendre compte que tout ce que dit cet enfant est vrai. Et de nouveau, je vous le répète, c'est une histoire vraie, donc c'est ça aussi qui m'a d'autant plus touchée. C'est une des premières lectures que j'ai faites par rapport à des enfants qui vivent des traumatismes en famille, etc. Donc c'était d'autant plus touchant. Ce que j'ai adoré, du coup, c'est le travail que fait la psychologue avec l'enfant,
parce qu'en fait, vous allez découvrir qu'au fur et à mesure, le fait de pouvoir parler à cette psychologue, l'enfant, il était tout courbé au départ et il se décourbe et elle finit par être droite à la fin de l'histoire et à, je vais pas dire aller mieux parce que les traumatismes sont là et seront toujours là, mais en tout cas, il y a une évolution et le travail que fait la psychologue avec cet enfant, il est incroyable et au final, c'est ce qu'on fait nous au quotidien avec les enfants qu'on accueille dans les institutions. Elle a écrit d'autres livres que je m'étais dit que j'achèterais et que j'ai jamais acheté finalement. Je sais même pas s'il est mis dedans. Non, il est pas mis. Par contre, regardez-moi la taille de l'écriture. De nouveau, c'est écrit tout petit, mais il a 200 pages. Donc, il se lit assez vite aussi. Maintenant, voilà, comme je vous le dis, c'est pas pour tout le monde parce que les sujets sont quand même très trash. Et je pense que parfois, j'aime bien rester dans mon innocence parce que quand je me rends compte de tout ce que les enfants vivent alors que parfois ils sont même pas nés, c'est peut-être mieux de rester dans l'innocence, hein, finalement. Donc voilà pour ce premier livre. Je vais vous présenter un livre qui est vraiment, mais en lien à 1 milliard de % avec le travail que je fais pour le moment, parce qu'il s'agit de Hacker perdu. Donc ici, c'est aussi une histoire vraie. Isabelle va raconter son histoire de famille d'accueil. Et donc, en fait, elle va accueillir un enfant chez elle. Et cet enfant, il vient d'où? Il vient de l'institution où je travaille actuellement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment 100% lié avec mon travail actuel, parce que l'enfant qui est parti en famille d'accueil chez Isabelle vient de l'institution où je suis et même dans des groupes où je travaille. Donc, allez, je pouvais pas faire plus que ça. Franchement, le lien là, je pouvais pas faire plus. Petit joker, parce que je l'ai pas encore lu. Il est dans ma pile à lire depuis 2-3 mois. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il faut que je le lise le plus vite possible. Je suis vraiment désolée, la lumière, le focus, là, il y a tout qui déconne, mais je peux pas enlever le soleil, malheureusement. Ici, on va suivre tout le point de vue d'Isabelle. Elle va nous expliquer l'après-institution. Elle va vraiment expliquer comment elle a fait pour devenir famille d'accueil et comment l'enfant s'est comporté une fois qu'il a été en famille. Et du coup, on va se rendre compte que finalement, c'est pas si facile que ça. Et je pense que je vais adorer ce livre pour ça. Parce qu'il va se faire se rendre compte, peut-être aux gens, que devenir famille d'accueil, c'est pas anodin, qu'il faut avoir un certain bagage et qu'il faut aussi se rendre compte que les enfants qui viennent d'une institution, ils sont traumatisés, ils ont vécu des traumas, ils sont abîmés. Et donc, l'accompagnement qu'on a avec des enfants qui sont abîmés n'est pas du tout le même qu'avec des enfants qui ne sont pas abîmés. J'ai rencontré, du coup, Isabelle en vrai. Et elle explique vraiment, qu'elle a galéré, quoi. Qu'elle a vraiment galéré à vraiment cerner cet enfant, qu'elle a même pensé à abandonner. Et donc, une fois que la famille d'accueil se dit « Ah non, moi, c'est trop compliqué, je veux plus de l'enfant », il se passe quoi? L'enfant, il retourne en institution. C'est super. Il a déjà vécu 3000 traumatismes, et en plus de ça, tu le fais espérer d'aller en famille, et après, hop, retour en institution parce que t'es pas capable de t'en occuper. Et donc, je pense que du coup, ce livre va vraiment pouvoir se faire se rendre compte aux gens que devenir famille d'accueil d'un enfant abîmé, c'est pas si facile que ça et qu'il faut surtout ne rien lâcher parce que tous les efforts payent. On y arrive toujours, même si c'est dur et même si on a envie de tout lâcher à un moment donné. Et donc, moi, personnellement, comme je travaille dans une institution, en fait, une fois, j'ai vu pas mal d'enfants partir en famille d'accueil et ce lien qui se crée entre les enfants et la famille d'accueil, il est magnifique. Et une fois qu'ils sont partis en famille d'accueil, les 3/4 du temps, on n'a pas de nouvelles. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils deviennent et on ne sait pas si tout simplement ça leur réussit ou pas. Bon, s'ils reviennent, on a bien compris que finalement, ça fonctionne pas. Donc, quand ils reviennent pas, c'est quand même mieux. Mais du coup, on n'a pas très souvent le après, qu'est-ce qui se passe en famille d'accueil, est-ce qu'ils vont bien? C'est ce qui est le plus dur pour moi dans mon métier, c'est que je m'occupe de ces enfants, que je me donne corps et âme pour eux et qu'une fois qu'ils sont partis de l'institution, c'est comme si on les avait jamais connus et qu'on n'existait pas. Donc oui, c'est un peu la réalité du métier, mais c'est quand même compliqué de se dire qu'on n'a pas toujours des nouvelles de ces enfants-là. Et donc, je pense que ce livre va me faire du bien, va un peu me rassurer aussi par rapport à tout cet enjeu de famille d'accueil. Et alors, je sais qu'il y a une très grande différence au niveau de la France et de la Belgique par rapport à ça, parce qu'en France, vous êtes payé pour être famille d'accueil, alors qu'en Belgique, non. Et donc, en Belgique, on manque cruellement de familles d'accueil. C'est la réalité aussi. Du coup, si je peux donner envie à des gens de devenir famille d'accueil en lisant ce livre, pourquoi pas.
Donc voilà, je me réjouis juste de le lire et j'avais vraiment envie d'en parler parce que pour moi, je pense que ce livre va être hyper important dans le sens où ça va me rassurer vraiment de l'après-institution. Donc ici, maintenant, par rapport aux enfants, j'en ai fini. Je vais passer à la partie adolescence. Le livre que je vais vous présenter, c'est Au nom de Chris. Du coup, on suit un adolescent qui s'appelle Adrien et qui est dépressif. Il a une relation assez particulière avec sa maman, parce que sa maman, elle veut tout faire pour l'aider, mais lui, il est hyper agressif envers sa maman. Il subit du harcèlement. Enfin bref, on a un peu toute cette sphère et ces difficultés en fait qui sont souvent présentes à l'adolescence. J'ai adoré l'histoire parce que on est vraiment dans la tête de cet adolescent qui est dépressif, mais genre réellement. Et ça, j'ai trouvé que c'était incroyable. Déjà, la plume est vraiment bien faite parce que c'est écrit en vers libre. Donc, si je vous montre, vous voyez, c'est pas des paragraphes, c'est vraiment écrit en vers libre. Et du coup, ça ajoute un dynamisme à l'histoire qui est dingue. Et le fait que ce soit un thriller, ça rend, c'est encore plus prenant, quoi. Le fait que ce soit en vers libre, on est encore plus pris dans l'histoire. Et en plus, ça se lit hyper vite, du coup. Donc, moi, j'avais été hyper hypée. Comme vous l'avez vu, j'ai mis quand même pas mal de post-it dans le livre. Au fur et à mesure, on découvre que Adrien va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Chris. Et ce Chris, il va lui faire vivre des choses. Et il va faire en sorte qu'il soit un petit peu éloigné de cette dépression. Au final, on en vient à se poser pas mal de questions sur ce Chris parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Et même Adrien, au final, il se rend compte qu'il ne le connaît pas vraiment. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment toute l'évolution de ce qui se passe dans la tête d'Adrien. Et moi, je l'ai trouvé juste incroyable. Je peux pas vous donner plus de détails que ça parce que sinon, ça spoilerait vraiment la grosse partie de l'histoire. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment hyper bien fait, en tout cas pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de ces adolescents qui vivent des choses compliquées, parce que le harcèlement, on le sait, c'est très compliqué, et je sais pas si c'est dit dans l'histoire, mais je pense en tout cas que c'est ça qui a eu un impact sur le fait qu'il doit aller chez la psy, qu'il doit prendre des somnifères, etc. Je pense aussi qu'il y a eu des trucs par rapport à son papa, dans mon souvenir, et donc du coup ça ajoute encore plus de difficultés pour l'adolescent. Et moi j'ai trouvé ce livre mais juste incroyable, il est hyper bien fait et je peux que vous le conseiller de nouveau pour vous mettre à la place de ces personnes qui vivent des situations compliquées. Et de nouveau quand on n'est pas dans la situation, on se rend pas compte, et donc pour moi ce genre de lecture c'est hyper important parce que ça permet de se mettre plus facilement à la place de ces personnes-là. Et de se dire, en fait, c'est vrai, il ressent tout ça et moi, je m'en rends pas compte parce que je ne vis pas ce genre de choses. Tu vois, donc c'est compliqué de se mettre à la place de certaines personnes quand tu comprends pas ce qu'ils ressentent. Et du coup, le fait de pouvoir lire ce genre de choses, ça permet de prendre de nouveau du recul sur les personnes qu'on a en face de nous. Cette vidéo vous a plu, elle a été méga longue à tourner. En tout cas, je sais pas ce que ça donnera quand la vidéo sera publiée et quand j'aurai fait le montage. Mais moi, j'ai adoré vous présenter tous ces livres-là parce qu'ils ont vraiment une place particulière dans ma vie. Et j'espère que ça vous aura permis de découvrir un peu plus le métier d'éducateur spécialisé à travers tous ces livres. En tout cas, si vous n'avez pas compris, pour être éducateur, il faut avoir un cœur bien accroché. Et il faut pas trop être sensible parce que sinon vous rentrez chez vous et vous pleurez tous les jours, ça je vous le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au métier, moi je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Bref, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Bye!